Après ma vidéo sur Wesley Snipes il y a quelques mois qui, visiblement, vous avez bien plu, il est temps de continuer cette petite série de vidéos qui s'attarde sur les carrières horrifiques de comédiens connus. L'idée, encore une fois, est de découvrir comment sont utilisées des figures liées à des étiquettes ou des rôles bien précis dans l'inconscient collectif, dans des films d'horreur. Cela se révèle souvent intéressant et dans le pire des cas, cela permet d'en apprendre plus sur un acteur que l'on pensait connaître, de le découvrir sous un nouveau jour, parfois pour le mieux et de façon surprenante, parfois pour le pire. Et cette fois, nous allons nous pencher sur le cas d'un comédien qui a vraiment fait de son mieux pour se détacher de l'image qu'il avait auprès du public, et notamment d'un rôle en particulier qui a lancé sa carrière, mais qui aurait pu également devenir une malédiction pour lui. Accepter des rôles horrifiques, entre autres, a donc été pour lui un moyen de s'affranchir de cette image et de s'en éloigner le plus possible, et ce fut une étape importante dans son évolution en tant qu'acteur. Alors, rôle opportuniste accepté uniquement pour faire évoluer son image, ou véritable choix artistique? Nous allons le découvrir ensemble, même si, comme souvent, la réponse devra évidemment être nuancée. Bonsoir, amis de l'horreur, aujourd'hui nous nous intéressons à Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Voilà un comédien qui aurait pu devenir un véritable exemple de ces acteurs qui connaissent une immense popularité très tôt, mais qui n'arrivent jamais à se détacher de ce rôle qui leur a permis de connaître le succès. Il y en a pas mal des comédiens de ce genre pour qui le rôle en question aura été à la fois une bénédiction et une malédiction. Pour Daniel Radcliffe, il s'agit bien évidemment du rôle de Harry Potter, qu'il a incarné pas moins de 8 fois au cinéma et qui a fait de lui l'un des acteurs les plus célèbres et aussi les mieux payés des années 2000. Et si le jeune sorcier est encore aujourd'hui une figure incroyablement emblématique de la pop culture, véritable idole de toute une communauté de fans toujours aussi accro à ses aventures, Daniel Radcliffe a, pour sa part, très rapidement tout mis en œuvre pour éviter d'être à jamais relié à ce personnage fictif dans l'esprit du public qu'il considérait comme nuisible à son développement et sa maturité en tant qu'artiste. Il a très vite voulu montrer ses qualités dans des rôles très différents, en s'éloignant autant que possible des divertissements gentils pour enfants et de son image de jeune sorcier. Et on le verra dès 2007, alors même que la saga Harry Potter n'est pas encore terminée, dans une pièce de théâtre, Equus, dans laquelle son rôle jure complètement avec ce que les spectateurs connaissaient de lui. Et en parlant de sorcellerie, vous serez ravis d'apprendre que cette vidéo est sponsorisée par le VPN Surfshark VPN, qui a le meilleur rapport qualité-prix du marché. Surfshark est donc un VPN, c'est-à-dire qu'il vous permet de protéger votre identité en ligne lorsque vous surfez ou jouez, empêcher le vol de données, la surveillance ou la collecte d'informations, et ce, peu importe où vous êtes dans le monde, et plus particulièrement quand vous utilisez des réseaux publics comme dans des cafés ou aéroports. Bah oui, il faut bien commencer à préparer l'après-Covid et recommencer à vivre un petit peu dignement, quoi. De fait, son mode camouflage cachera vos activités aux yeux de tous, y compris de vos fournisseurs internet, qui se montrent parfois très curieux. Il vous permet également de changer virtuellement votre géolocalisation, ce qui vous permet de mieux profiter de la plupart des contenus en faisant par exemple sauter la censure qui serait exercée par certains pays, comme on peut le voir parfois sur YouTube. C'est également très pratique lorsque vous êtes vous-même en déplacement, pour continuer à avoir accès aux services que vous utilisez dans votre pays. Et je suis prêt à parier que nous serons quelques-uns à voyager une fois que ce sera enfin de nouveau possible. Mais ce que j'aime le plus avec Surfshark VPN, c'est sa politique stricte de non-journalisation. Aucun journal de connexion ou d'activité n'est tenu, il n'y a donc aucune surveillance ni stockage de nos activités en ligne. En plus, vous pourrez l'utiliser sur absolument tous vos appareils, puisque Surfshark VPN n'apporte aucune limite à ce service. Tablette, smartphone, ordinateur, etc. Vous serez protégé absolument partout. Et évidemment, je ne viens pas les mains vides. Utilisez mon code AZ pour recevoir pas moins de 83% de réduction sur votre abonnement, ainsi que 3 mois supplémentaires complètement gratuits, sans oublier une garantie de remboursement de 30 jours durant lesquels vous pourrez tester toutes les qualités et tous les services de Surfshark VPN. On verra si après ça, vous pourrez toujours vous en passer. Vous trouverez évidemment toutes les informations dans la description et je remercie chaleureusement Surfshark VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Revenons maintenant à une autre forme plus fantasmée de magie. Nous n'aurons bien heureusement pas à attendre la fin de la franchise Harry Potter pour voir Daniel Radcliffe en scène dans un film plus sombre, moins enfantin et définitivement plus horrifique. Le 3e épisode de la saga, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, réalisé par Alfonso Cuarón. Après le refus de Chris Columbus de continuer à réaliser les films, la production a approché plusieurs cinéastes, notamment Guillermo del Toro et Mark Forster. C'est finalement le Mexicain Cuarón qui a empoché le poste et qui fut considéré par certains comme un choix étrange, puisqu'il sortait de Y tu mamá también, très loin d'être un divertissement
divertissement pour enfants comme la saga Harry Potter. Pourtant, pour bon nombre de spectateurs et d'observateurs, dont moi, ce troisième volet des aventures du jeune sorcier est probablement le meilleur film de la série, ainsi que celui qui se détache le plus visuellement de tous les autres, qui a pour ainsi dire sa propre identité esthétique, là où les autres opus se ressemblent tous un petit peu, ont moins de personnalité. Car oui, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est de loin le plus sombre de la franchise, jusqu'à sa photographie souvent plus terne, moins lumineuse et colorée que celle de ses suites. Son bestiaire aussi se prêtait particulièrement bien à une adaptation un peu plus horrifique. Un loup-garou, le saule-cogneur, les épouvanteurs, ces créatures capables de prendre l'apparence de la pire peur de celui qui leur fait face, et bien sûr, les détraqueurs, parmi les monstres les plus terrifiants de l'univers de Harry Potter. Vous l'aurez compris, la peur est au cœur de ce troisième volet des aventures de Harry, qui va devoir faire face à ses terreurs les plus tenaces, et pour y arriver, va devoir les comprendre et apprendre à mieux se connaître lui-même. Alfonso Cuarón s'est notamment intéressé au traitement des peurs enfantines, et comment les affronter peut être un symbole du passage de l'enfance à l'âge adulte, et de ce fait, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban en ressort comme l'un des films les plus matures et élaborés de toute la saga. Et s'il y avait déjà des scènes impressionnantes pour les plus jeunes dans les deux premiers épisodes, clairement, les monstres de celui-ci surpassent la quasi-totalité des images proposées par le reste de la franchise. Petite anecdote sympa, lorsque j'ai vu le film au cinéma, il y avait des gamins qui pleuraient de peur lors de certaines scènes, notamment durant le dernier tiers du film ou lors de l'apparition du loup-garou. Ça en dit long. Malheureusement, ce sera le moins gros succès de toute la franchise, ce qui n'encouragera pas les producteurs à continuer à prendre des risques artistiques. Ce qui faisait, selon moi, les qualités du film fut pour certains une grosse déception. Ils ne retrouvèrent pas leur marque avec ce troisième épisode, trop différent des deux précédents, trop sombre à leur goût, certains parents refusant même d'emmener leurs enfants voir un divertissement qu'ils jugeaient potentiellement trop effrayant, et par la suite, nous aurons droit à des films de plus en plus fades et peu ambitieux artistiquement parlant. Pour ce film, Daniel Radcliffe sera nominé 2 fois dans la catégorie meilleur acteur au Critics' Choice Awards et aux Saturn Awards. Et il eut peut-être un premier aperçu des différences entre les succès populaires qu'il avait connus avant et qu'il connaîtra après, et ce film un petit peu plus pointu, un peu plus difficile d'accès. Même si, bien sûr, ce troisième volet de la saga Harry Potter reste lui-même un succès populaire et un film de studio, on va pas se mentir. Simplement, c'est probablement l'épisode dans lequel les intentions de son auteur se font le plus ressentir. Surtout, on y voit un thème que l'on va retrouver dans de futurs films avec Radcliffe à l'affiche et qui est plus ou moins présent dans une moindre mesure dans le reste de la saga Harry Potter. Le passage à l'âge adulte, le fait de grandir, le fait de mûrir. Daniel Radcliffe a vite compris que s'il n'y prenait pas garde, il resterait pour toujours enfermé dans l'image du sorcier Harry Potter, et par conséquent resterait associé dans l'inconscient collectif au divertissement pour enfants. Or, pour ce jeune homme qui a eu une adolescence particulière à cause de l'extrême célébrité engendrée par la saga Potter, il était hors de question d'accepter cette situation. Il voulait prouver au public ses talents de comédien, sa capacité à changer de registre, et souhaitait être pris au sérieux et ne pas devenir cet acteur d'un seul succès, grâce auquel il vivrait confortablement le reste de sa vie. Après Harry Potter et l'Ordre du Phénix déjà, Daniel Radcliffe hésite à continuer l'aventure. Ce rôle lui pèse déjà à l'époque et lui colle trop à la peau. Pour le garder, la Warner lui propose un très juteux contrat qui assure sa présence jusqu'à la fin de la saga, et qu'il accepte. Mais on pouvait déjà voir chez lui un certain ras-le-bol, et c'est précisément à cette époque, comme par hasard, qu'il connaîtra ses problèmes d'alcoolisme. Sans vouloir faire de la psychologie de comptoir, on peut aisément comprendre qu'il n'est pas heureux de la tournure que prend sa carrière, guère satisfait de sa condition d'acteur de Harry Potter, et sans doute de tous les côtés négatifs de la situation. Alors certes, il est immensément riche et célèbre, mais il a déjà des envies d'ailleurs. Et 1 an après la sortie du dernier film Harry Potter, c'est avec un film d'horreur que Radcliffe va revenir hanter les grands écrans du monde entier. La Dame en Noir de James Watkins concentre les espoirs de plusieurs entités. C'est le grand retour de la mythique Hammer après plusieurs décennies de désert cinématographique et dont de nombreux connaisseurs attendent avec impatience la résurrection. C'est le 2e film réalisé par James Watkins qui avait impressionné tout le monde 4 ans plus tôt avec le très efficace Eden Lake. C'est une énième adaptation du roman The Woman in Black de Susan Hill et c'est la première véritable écartade de Daniel Radcliffe après ses aventures à Poudlard. Tant de noms anglais iconiques réunis pour la même occasion provoquèrent forcément l'attente et la curiosité du public. Et ce fut une très bonne surprise. Un film d'horreur à l'ambiance pseudo-gothique assez similaire à celle du Sleepy Hollow de Tim Burton, une très jolie composition des plans qui profite au maximum de magnifiques décors, avec quelques moments de tension bien maîtrisés, le tout malgré un scénario vu et revu et quelques ficelles un petit peu trop grossières, notamment l'utilisation de jumpscares faciles ici et là. Un film qui a connu un certain succès grâce à sa sortie en salle, en très grande partie due à la popularité de sa star, car oui, les fans de Harry Potter avaient hâte de voir ce que l'interprète de leur héros préféré allait faire maintenant que la franchise était terminée.
et ils se sont déplacés en masse pour assister à ce retour si spécial. Et ils en furent les principaux déçus. Beaucoup ne s'attendaient pas à un tel film d'horreur, très loin des moments les plus glauques de la saga du Petit Sorcier, et ce fut une incompréhension pour toute une partie des fans, alors que la critique soulignait, bien au contraire, ce choix de carrière audacieux. Car dans ce film, Daniel Radcliffe incarne Arthur Kipps, un jeune clerc de notaire anglais veuf et papa d'un petit garçon. Déjà, là, l'idée est simple, il n'est plus l'adolescent des films Harry Potter qu'il faut oublier. Désormais, c'est un jeune adulte, et ce rôle représentait une véritable opportunité pour lui, celle de prouver au public qu'il avait grandi. À présent, il peut jouer le père d'un petit garçon, un homme qui a perdu sa femme, un homme qui travaille et qui doit se battre pour offrir à son fils la vie qu'il mérite. De plus, d'autres parallèles avec Daniel Radcliffe peuvent être faits. Arthur Kipps a tout de l'homme qui a grandi trop vite. Il semble trop jeune pour être père, trop jeune pour être veuf et même trop jeune pour être notaire. Tous les autres personnages qu'il rencontre sont plus grands que lui, plus vieux. Eux paraissent être de vrais adultes quand lui semble chercher à en devenir un, comme s'il les singeait. C'est un petit peu la démarche de Daniel avec ce projet, prouver aux autres qu'il est désormais un véritable adulte et qu'il peut commencer à jouer des rôles plus sérieux. Un parallèle intéressant et que je trouve plutôt pertinent, qui est également une bonne réponse à ceux qui trouvaient qu'il était trop jeune à l'époque pour endosser un tel rôle. C'était bien évidemment volontaire. Dans le film, il est envoyé par son bureau dans un petit village pour régler la succession d'une cliente décédée et va devoir faire face aux superstitions locales et à l'hostilité des villageois qui veulent le voir quitter les lieux le plus vite possible. Il va vite se rendre compte de l'existence d'une entité, la fameuse Dame en Noir, désespérée d'avoir perdu son enfant de son vivant et qui cherche à enlever ceux des autres, ivres de vengeance. Un film qui se veut dans la tradition des œuvres de la Hammer, mais également un lien entre le passé, le présent et le futur, puisque son but avoué était de relancer la firme mythique de façon durable. Ainsi, l'utilisation de certains artifices plus récents, comme les jumpscares, ou la présence de Daniel Radcliffe, comédien anglais jeune et très populaire, servaient tous ce même but, une modernisation des codes et des icônes de la Hammer, tout en restant le plus proche possible de l'esprit de cette boîte légendaire. En gros, toutes les conditions d'un nouveau départ pour Daniel Radcliffe étaient réunies avec The Woman in Black. Et pour être honnête, à l'époque, les cinéphiles et la majeure partie du grand public avaient d'ores et déjà compris que le comédien souhaitait surprendre et choisir des projets pour lesquels on ne l'attendait pas forcément. Et, finalement, ce sera le seul véritable film d'horreur de sa carrière, jusqu'à aujourd'hui du moins. Mais rassurez-vous, certains de ses projets suivants flirtent quand même vraiment bien avec l'horreur, et on a encore de la matière. En 2014, c'est à un autre projet très attendu que notre acteur du jour décide de prendre part. Horns, une adaptation du roman éponyme de Joe Hill, fiston de Stephen King en personne, et réalisé par Alexandre Aja lui-même, réalisateur principalement connu pour ses films d'horreur. Celui-ci prend le film en charge alors qu'il essaie toujours de financer des projets plus personnels, tels que l'adaptation de Cobra, et qu'on attend toujours aujourd'hui. Dans ce film au ton multiple et qu'il est difficile de réduire à un seul genre, Radcliffe joue Ike, personnage principal, accusé du meurtre et du viol de sa petite amie de qui il était fou amoureux et avec qui il avait une relation idyllique, voire fusionnelle, et qui est désormais la cible d'une grande partie de la communauté locale, de la presse et du père de la défunte. Lui qui est désormais incapable d'avancer dans la vie, qui se saoule pour oublier ses déboires et sa tristesse, va se réveiller un beau jour avec des cornes sur le crâne qui ne vont plus cesser de grandir et qui, surtout, vont forcer les individus qu'il croisera à dévoiler leur véritable nature et à toujours dire la vérité. Forcément, tous ceux qui vont croiser sa route révéleront alors de sombres côtés, dans des situations souvent volontairement exagérées et grotesques, parfois de très mauvais goût, et Ike va se rendre compte qu'il est finalement très isolé, qu'il déçoit sa famille et que ses amis ne sont pas ce qu'il croit. Le film en lui-même part d'un excellent postulat pour se perdre un petit peu en chemin, a parfois du mal à mélanger les tons et les ambiances, n'est pas toujours aussi subversif qu'il aimerait l'être, tombant bien souvent dans des clichés un petit peu faciles, et surtout base une bonne partie de son intrigue sur une pseudo-enquête que la plupart des spectateurs auront résolue après les 20 premières minutes du film. Forcément, cela peut causer des problèmes de rythme. Ceci dit, notre intérêt portera plutôt sur les relations entre les différents personnages, et surtout, l'utilisation et le détournement de symboles pseudo-sataniques ou démoniaques. En effet, les cornes qui poussent sur la tête de Radcliffe sont bien des cornes de démons, et celui qui était connu pour son interprétation du petit sorcier le plus sage de tous les temps, se transformera progressivement en véritable diable, patron des serpents et auquel personne ne peut mentir. Et si vous êtes fan de Harry Potter, ces caractéristiques vous rappelleront certainement Voldemort. Il est drôle de réaliser qu'avec ce film, sur certains points, Daniel Radcliffe se transformait progressivement en vous savez qui. Bon, ça reste très accessoire et au-delà des parallèles entre le diable et Voldemort, Daniel Radcliffe poursuit toujours sa quête de changement et d'évolution puisqu'il ira jusqu'à se transformer en véritable monstre dans un film où se mêlent sexe, gore et trahison, loin de l'innocence qui le caractérisait justement dans la saga Harry Potter. Et si nous ne sommes pas dans un véritable film d'horreur, c'est bien évidemment un film fantastique qui joue sur des influences et une imagerie complètement horrifique et qui, comme dit précédemment, ne refuse pas l'une ou l'autre scène de gore, toujours les bienvenus dans le cinéma de Alexandre Aja. Et c'est à peu près pareil pour le film suivant.
En 2015, c'est dans une toute nouvelle adaptation cinématographique vaguement horrifique que nous pouvions observer Daniel Radcliffe. Victor Frankenstein, adaptation du célèbre roman de la non moins célèbre Mary Shelley. Cette fois, Daniel partage l'affiche avec James McAvoy, et là où on aurait pu croire qu'il interpréterait le fameux professeur Frankenstein, c'est au contraire dans la peau d'un Igor revisité qu'il nous apparaît. Un Igor que le professeur Frankenstein a sauvé du cirque qu'il exploitait jusque-là, et qui a plus d'un tour dans son sac, puisqu'il aura un impact énorme sur les avancées de son nouvel ami scientifique. Le film décide donc de s'attarder davantage sur les deux personnages et leur psychologie, leurs relations, et de concentrer son intrigue sur la création de la créature, qui est ici réduite à une entité malfaisante et dangereuse, donc excite la majorité des symboliques et discours intéressants du bouquin, pour à la place avoir de l'action bien hollywoodienne. C'est d'ailleurs un parti pris un petit peu étrange pour une adaptation de Frankenstein, même si elle doit certainement beaucoup aux relectures et modernisations de Sherlock Holmes, auxquelles elle emprunte énormément, au point de ressembler par moments à un vulgaire plagiat. Le personnage du Dr Frankenstein ressemble trait pour trait à certaines versions modernes de Holmes, et Igor vient ici jouer les Watson, l'assistant qui vient humaniser le personnage titre. Concernant le personnage d'Igor, donc, il me semblait en premier lieu dans la continuité de ce que Radcliffe montrait dans ses précédents films horrifiques. Il y jouerait ici un personnage exploité comme une bête de foire, déformée, qui se déplace comme un animal. Seulement voilà, le Dr Frankenstein, après 15 minutes de film, réussit à le guérir, si j'ose dire, et Igor devient dès lors un être humain parfaitement ordinaire, et je trouve par conséquent son traitement vachement décevant. Alors que le film se prend visiblement pour une relecture vaguement profonde d'un véritable mythe, qu'il se croit beaucoup plus intelligent qu'il ne l'est, nous sommes finalement en présence d'un blockbuster hollywoodien sans âme, probablement le film de cette liste qui ressemble plus à Harry Potter, l'un des projets les moins audacieux de Radcliffe à mes yeux. En dehors de ces films, j'ai envie de vous parler d'un thriller, parfois présenté comme un film d'aventure par certains, mais qui pour moi présente certaines caractéristiques qui le rendent quasiment horrifique par moments et qui méritent que j'en parle dans cette vidéo. Jungle sort en 2017 et est réalisé par un autre habitué du cinéma d'horreur, Greg McLean, alias Monsieur Wolf Creek. Il est inspiré par le périple subi par Yossi Ginsberg, qui a survécu seul durant 3 semaines, coincé et perdu dans une partie encore inexplorée de la forêt amazonienne dans les années 80. Daniel Radcliffe y joue ici le rôle de Yossi, qui, avec 2 amis, va suivre un pseudo-explorateur jusque dans les profondeurs de la jungle bolivienne. Une fois là-bas, les difficultés de plus en plus corsées vont survenir. Le groupe va se retrouver séparé, et Yossi sera isolé, et devra réussir à survivre seul dans la jungle en tentant désespérément de retrouver la civilisation. Et si je vous dis que le film est parfois proche de l'horreur, ce n'est pas anodin. Greg McLean est un adepte du survival, que ce soit avec ses Wolf Creek ou son Rogue, il nous l'a déjà prouvé. Et si ici son but n'est pas de faire peur ou de proposer un gore quelconque, l'extrême réalisme des situations proposées, la dureté de l'environnement et de la faune locale, et la malchance que va connaître Yossi, arrivent à créer un certain niveau d'angoisse et de tension. Pour survivre, Yossi va devoir s'inventer ses propres fantômes, des silhouettes humaines qui viendront le visiter, échanger avec lui, afin de ne pas céder complètement à la folie, causée entre autres par la solitude. Certaines scènes sont réellement frappées du sceau du désespoir et on ressent vraiment la jungle comme un environnement hostile à l'être humain, du moins à l'occidental, qui n'a rien à faire là. C'est un authentique survival dans lequel l'ennemi n'est pas un tueur fou et isolé ou un crocodile géant mangeur d'hommes, mais la jungle elle-même, et de façon bien plus subtile et réaliste que dans Predator par exemple. D'ailleurs, pour ne pas céder au manichéisme stupide, le film prend également le temps de nous rappeler à quel point cette nature sauvage et indomptée est belle et fascinante, malgré, ou peut-être en partie, grâce à tous les dangers qu'elle comporte. Lui aussi, lors de ses difficultés, rêve alors de retrouver la société carrée et confortable qu'il connaît et qu'il fuyait pourtant lors de cette aventure. Il se revoit dans un fast-food avec un bon steak de bœuf dans son burger. La nature y était domptée et servait l'être humain. Dans le sanctuaire qu'il a osé braver, ce n'est plus du tout le cas et les rôles sont quasiment inversés. Encore un rôle plutôt fort dans lequel Daniel Radcliffe a réellement pu s'en donner à cœur joie, puisqu'à peu près la moitié du film le suit, lui, uniquement. Tout seul, un rôle qui lui a permis de montrer ses qualités de comédien dans des conditions pas toujours parmi les plus évidentes. Il s'inscrit donc toujours dans cette volonté de changer de registre, de grandir, mais également de jouer dans des projets qui lui plaisent réellement, lourds de symbolique et de messages, aux rôles souvent complexes. La carrière de Daniel Radcliffe est difficile à résumer en quelques mots. J'aurais pu vous parler d'autres films qui, bien qu'il n'aient pas grand chose à voir avec l'horreur, sont vraiment particuliers et prouvent que l'acteur ne se cantonne pas à des films de studio bien payés, mais aime au contraire les paris risqués, les propositions de cinéma un petit peu alternatives dans lesquelles il voit quelque chose de nouveau, quelque chose qu'il n'a pas encore eu l'occasion d'essayer. Il n'a pas peur du ridicule, d'écorner son image et semble même au contraire parfois le rechercher. Et avec le temps, même si Harry Potter est présent dans encore beaucoup de têtes, le comédien parvient à s'en détacher.
Le petit sorcier est probablement toujours la première image qui vient en tête de bon nombre de spectateurs quand on évoque son nom, et on le présente encore souvent comme l'acteur de Harry Potter, mais on ne le résume plus uniquement à cela. Et s'il nous a fait rêver lorsque nous étions plus jeunes, à n'en pas douter, aujourd'hui, avec tous ces films de registres complètement différents les uns des autres, Radcliffe nous délivre tout un tas d'émotions très variées. Nous sommes en présence d'un acteur qui n'a pas choisi la facilité, qui cherche à se renouveler continuellement et qui a prouvé depuis bien longtemps aussi bien ses qualités de comédien que le plaisir qu'il prenait à jouer dans des productions décalées, alternatives, parfois étranges, et que son métier était avant tout une véritable passion, et surtout qu'il ne surfait sur aucune vague. Daniel Radcliffe a tellement cherché à casser l'image qu'il avait auprès du public que nous avons pu le voir dans des productions très étonnantes. Le petit sorcier de Gryffondor a décidément bien grandi et j'espère pouvoir vous faire une vidéo dans quelques années sur les prochains films d'horreur dans lesquels on aura pu voir l'ex-Harry Potter devenir véritablement terrifiant. Nul doute qu'il y ait des chances que cela arrive un jour. C'est déjà la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. Dans tous les cas, on se retrouve dès la semaine prochaine et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.